Parfois, la réalité frappe plus fort que n'importe quelle motivation bon marché. La plupart des gens continuent de croire que le désir doit faire mal, que seul l'effort démesuré et l'anxiété sont les chemins légitimes vers ce que l'on veut. Mais la vérité est que cette mentalité est précisément ce qui nous maintient enchaînés, courant derrière des objectifs qui semblent fuir de plus en plus vite. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement et l'obsession. Mais les stoïciens l'ont compris avant quiconque. Aucun accomplissement ne vaut le prix de la perte de la paix intérieure. Le véritable magnétisme surgit lorsque tu sais ce que tu veux, mais que tu ne t'agenouilles pas devant l'urgence, ni ne t'humilies devant le manque. C'est le pouvoir du détachement. Manifester n'est pas une question de crier à l'univers tes désirs, ni de te forcer à être positif tout le temps, mais d'entraîner l'esprit à soutenir le désir depuis le calme et la discipline. L'anxiété face aux résultats est une dette interne qui ne se termine jamais de se payer. Apprendre à lâcher prise est le véritable luxe. Si tu es fatigué de vivre en mode survie, de sentir que la satisfaction est une promesse toujours repoussée, c'est le moment de changer le mécanisme. La philosophie stoïque n'est ni abstraite ni lointaine. C'est une stratégie brutalement efficace pour cesser de traîner derrière tes rêves et commencer à marcher avec eux. Personne ne te doit rien, mais tu te dois la sérénité. Ici, tu vas découvrir 8 façons directes de manifester avec intensité, mais sans te blesser dans le processus. 1. Désir sans attachement, agis sans urgence. La vérité est celle-ci. Ton problème n'est pas que tu désires trop, mais que tu t'accroches comme si ton existence en dépendait. On t'a vendu le mensonge que la vie ne récompense que celui qui ne lâche jamais prise, celui qui se consume pour ses objectifs et se désole pour chaque résultat en attente. Mais cet attachement est le piège le plus coûteux que tu puisses payer. Le désir n'est pas l'ennemi, le besoin désespéré, oui. Cette anxiété avec laquelle tu te précipites à la recherche de ce qui te manque ne révèle qu'une fracture dans ton caractère, une insécurité qui crie plus fort que tes intentions. La plupart vivent tellement accrochés à l'objectif, tellement obsédés par ce qui va venir, qu'ils ne profitent jamais du processus réel de construire quelque chose de précieux. Combien d'énergie as-tu investi dans des contrôles imaginaires, à planifier jusqu'au moindre détail, juste pour finir par te sentir plus vide et anxieux qu'auparavant? Personne ne te le dit en face. Parfois, ton urgence à manifester ce que tu dis vouloir est justement ce qui t'en éloigne. La vie ne respecte ni la précipitation ni le besoin de contrôle. Elle ne répond qu'à la clarté et à la détermination tranquille. Agir depuis le vide et l'urgence, c'est comme te jeter à l'eau avec les poches pleines de pierres en espérant flotter. Et voici la phrase que tu ne veux pas entendre. Rien de vrai ne naît du désespoir. Si chaque décision que tu prends est teintée de peur de perdre, de te sentir insuffisant sans ce résultat, tu as déjà perdu avant de commencer. C'est toi qui t'attaches à une dette émotionnelle impossible à rembourser, poursuivant validation ou sécurité dans l'extérieur. Ne confonds pas désir avec urgence. Le premier peut être une force puissante. Le second, une chaîne qui t'entraîne vers l'anxiété, vers l'autodestruction silencieuse, vers ce sentiment que rien n'est suffisant. Le stoïcisme exige de toi une honnêteté brutale. Veux-tu vraiment évoluer ou veux-tu juste cesser de te sentir mal à l'aise pendant un moment? Si tu n'es pas capable de lâcher le résultat, d'agir avec conviction et ensuite de laisser aller, tu deviens esclave de tes propres objectifs. Désirer sans attachement, c'est entraîner le muscle de la confiance. Il s'agit de pouvoir regarder ce que tu veux en face, de reconnaître la valeur que cela a pour toi et pourtant, de ne pas hypothéquer ta paix mentale une seconde de plus. Cela signifie agir, oui, mais le faire depuis un centre de gravité propre, pas depuis l'urgence de celui qui se sent incomplet. C'est ta souveraineté. La plupart échouent parce qu'ils veulent forcer le temps, parce qu'ils exigent des garanties avant de lever le petit doigt. Mais la vie ne fonctionne pas selon tes conditions.
La sérénité est un filtre qui te permet de voir avec précision ce qui compte vraiment et d'agir seulement quand c'est nécessaire. Le reste est du bruit mental, un gaspillage inutile d'énergie et des justifications qui ne te soulagent que temporairement, mais te plongent à long terme. Si tu oses désirer sans attachement et agir sans urgence, tu entres dans un autre niveau de jeu. Celui qui n'a pas besoin attire, celui qui supplie repousse. Ne te laisse pas tromper. La véritable manifestation ne se produit pas lorsque tu exiges tout immédiatement, mais lorsque tu as appris à attendre sans perdre la foi, à te déplacer sans perdre le calme, à travailler sans perdre la dignité. C'est à ce moment-là que tu cesses de mendier des résultats et commences à les recevoir. Il ne s'agit pas de ne rien vouloir, il s'agit de ne pas en avoir besoin pour te sentir entier. C'est ainsi qu'on gagne vraiment. 2. Trouve du pouvoir dans le moment présent. Tu franchis la porte de ta maison après une longue journée et automatiquement, tu vérifies ton téléphone, tu enlèves tes chaussures presque sans t'en rendre compte, tu penses à ce qu'il reste à faire demain. Tu repasses ce qui est resté en suspens, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas réussi. Ton corps est ici, mais ta tête a déjà sauté ailleurs, comme si cet instant n'était qu'une formalité entre deux préoccupations. C'est ainsi que fonctionnent les mécanismes mentaux qui te volent ta présence. L'esprit lance des hameçons vers le futur, collectionne les erreurs du passé et te maintient dans une dette constante envers un moment qui n'arrive jamais. Tu vis piégé dans l'anticipation, croyant que le prochain objectif, la prochaine conversation, la solution au problème vont te rendre quelque chose que tu sens perdu. Mais ce quelque chose n'apparaît jamais, car tu ne t'arrêtes jamais pour être véritablement là où tu es. Le pouvoir du moment présent est plus qu'une belle phrase ou un cliché motivationnel. C'est le seul outil réel que tu as pour changer ton expérience. Lorsque tu es dispersé, tu deviens esclave de scénarios hypothétiques et de ce qui se serait passé si, perdant l'opportunité d'utiliser ce que tu peux réellement contrôler, ton attention. Le monde extérieur ne va pas cesser d'exiger, mais tu peux choisir de ne plus répondre en pilote automatique. C'est ici que les stoïciens faisaient la différence. Leur entraînement consistait à reprendre le contrôle de l'esprit, à refuser de vivre comme des otages de l'anxiété ou de l'attente. Chaque fois que tu renonces au présent, tu remets ta force à ce qui n'existe pas. Reconnaître ce mécanisme est inconfortable. Il y a des parties de toi entraînées à fuir l'inconfort, à remplir chaque silence avec des distractions, à couvrir l'insatisfaction avec du bruit extérieur. Mais ce vide que tu ressens n'est pas dû à l'environnement, mais à l'habitude de t'abandonner dans le seul endroit où tu peux influencer, ici et maintenant. Tu n'as pas besoin de techniques ésotériques ni de formules compliquées. Ce qui manque, c'est le courage de regarder en face cette seconde et de te rendre responsable de ce que tu penses et ressens. La présence est un muscle qui s'atrophie par négligence. Chaque fois que tu te surprends à fuir vers le futur ou à te réfugier dans le passé, tu entraînes ton incapacité à manifester quelque chose de réel. Ne te méprends pas. Être présent n'est pas se résigner ni cesser de rêver. Il s'agit de t'ancrer dans ta seule plateforme de pouvoir. Le désir n'a de force que si tu l'enracines dans le maintenant. Le futur n'existe pas au-delà de ce que tu construis en cet instant. Tu peux avoir les objectifs les plus grands, mais si ton énergie se disperse dans des scénarios imaginaires, tu perds en précision, tu perds en magnétisme, tu perds le contrôle. Ce que tu choisis de croire en cette seconde détermine la qualité de tes actions et la direction de ta vie. Le moment présent est ta seule garantie. C'est ici que se définit ton caractère. Il y a une dignité que l'on trouve uniquement dans la vigilance intérieure, dans la décision consciente de ne pas offrir ton énergie au chaos de ce que tu ne peux pas contrôler. L'anxiété perd de sa force lorsque tu reconnais que rien d'important ne se passe en dehors de cet instant. Celui qui entraîne la présence entraîne sa liberté. C'est ce que les stoïciens ont compris mieux que quiconque. La réalité n'est pas ce qui se passe dehors, mais ce que tu choisis de soutenir à l'intérieur, en ce moment même. Tout le reste est une dette qui ne se paie jamais. 3.
Transformer la résistance en opportunité de croissance. Je dois l'admettre, il y a une part de moi qui déteste la résistance, qui l'expérimente comme un obstacle personnel, presque une offense à mon désir que tout s'écoule en ligne droite. Lorsque les choses ne se passent pas comme je l'espère, mon premier réflexe est de lutter, de chercher des explications, d'attribuer des blâmes, d'exiger que la vie se plie à ma volonté. Mais cette réaction, bien qu'elle semble naturelle, est un reflet automatique. Ce n'est pas une réponse consciente, mais une fuite déguisée en contrôle. Si j'analyse cela avec honnêteté, je vois que la résistance n'est pas l'ennemi, mais un indicateur précis de où se trouvent les limites auto-imposées, les schémas mentaux que je préfère ne pas remettre en question. C'est inconfortable de le reconnaître, mais chaque fois que je me frustre face à une difficulté, ce qui s'active réellement, c'est la peur de ne pas avoir le contrôle absolu, le refus d'accepter que quelque chose puisse ne pas être sous mon domaine direct. Lorsque vous abordez la résistance sous cet angle, elle devient une carte, non un mur. L'esprit crée la résistance comme mécanisme de protection. Il cherche à vous maintenir sur un terrain connu, même si ce territoire est limité, répétitif ou douloureux. Il préfère l'inconfort familier plutôt que le risque du nouveau, car là, au moins, il sait comment réagir, quoi attendre. Cet confort toxique est ce qui vous maintient petit. Si votre impulsion automatique face à la résistance est de vous retirer, de suspendre l'action ou de vous plonger dans des plaintes, vous renforcez en réalité la narration de l'impuissance. La conséquence directe est le stagnation. Vous vous convainquez que la vie est contre vous, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez refusé de grandir dans la bonne direction. Chaque obstacle est une invitation à revoir vos croyances limitantes, à affronter l'inconfort d'évoluer, à démonter la peur sous-jacente qui vous fait préférer la sécurité à ce qui est possible. Il y a une erreur stratégique à voir la résistance comme une punition. En réalité, c'est un filtre conçu pour séparer ceux qui désirent seulement de ceux qui sont prêts à se transformer. Si ce que vous voulez a réellement de la valeur pour vous, vous devriez vous demander, et voici la seule question de ce bloc, quelle version de vous-même cette résistance exige-t-elle? Parce que si ce que vous poursuivez ne vous défie pas à changer, ce n'est pas un vrai désir, mais une fantaisie confortable. La croissance personnelle ne se produit pas en l'absence d'obstacles, mais dans la manière dont vous les utilisez pour polir votre caractère. Chaque difficulté, chaque refus, chaque retard est une opportunité d'entraîner la patience, la clarté mentale et l'adaptabilité. Il ne s'agit pas de tolérer la souffrance par masochisme, mais d'apprendre à lire les signaux et à ajuster votre stratégie en temps réel. La manifestation consciente implique d'accepter que chaque résistance est, au fond, un entraînement. Ce n'est pas ce que vous affrontez qui vous définit, mais comment vous répondez. Si vous êtes capable de regarder le processus en face, d'identifier ce que cet obstacle vous demande, plus de concentration, plus de résilience, moins d'égoïsme, plus d'humilité, et que vous osez modifier votre approche, le résultat cesse d'être pertinent. Vous devenez une personne pour qui le succès n'est pas la destination, mais la conséquence naturelle d'avoir suffisamment grandi pour le soutenir. L'obstacle est le seuil, la croissance, le véritable prix. C'est la différence radicale entre ceux qui avancent et ceux qui répètent des cycles sans fin. Transformer la résistance en opportunité est une décision quotidienne, pas un événement ponctuel. Chaque fois que vous choisissez d'affronter l'inconfort, d'analyser la véritable cause de votre frustration et d'agir depuis un endroit plus évolué, vous renversez le schéma. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les défis, mais à vous apprendre à les utiliser comme des plateformes d'auto-leaderie. Celui qui fuit la difficulté renonce à son propre pouvoir. Il ne s'agit pas de chercher la vie facile, mais une vie où chaque résistance est un terrain fertile pour le développement de votre meilleure version. C'est la clé. Voir la friction non pas comme une punition, mais comme la preuve irréfutable que vous avancez vers quelque chose qui en vaut la peine. 4. Prends le contrôle de ton état intérieur.
Il y a des jours où ton état intérieur ressemble à une salle de contrôle remplie de lumières clignotantes, de cadrans qui tournent sans relâche, de petites alarmes qui sonnent et tu ne sais pas exactement laquelle traiter en premier. Chaque stimulus externe est comme une main invisible qui ajuste les commandes, augmente le volume de l'anxiété, diminue le ton du calme, interrompt ton attention jusqu'à la rendre chaotique. Tu peux sentir comment les muscles de ton cou se tendent, comment la mâchoire se serre un peu plus, comment le geste se durcit même si personne ne le remarque. C'est ainsi que, sans t'en rendre compte, tu cèdes le gouvernail de ton expérience à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un mot mal dit, un message qui n'arrive pas, une attente qui s'effondre soudainement. Il est facile de vivre ainsi, réagissant par réflexe, comme si tu étais une machine programmée selon la température de l'environnement, sans jamais t'arrêter pour te demander qui régule vraiment ton état intérieur. Mais voici le point central. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de te plier si tu décides de prendre le contrôle de cette salle de commande. La plupart des gens laissent le climat émotionnel du jour dicter leur humeur, comme si chaque réaction était inévitable, comme si le malaise était une condamnation automatique. Le stoïcisme coupe court à ce mensonge. Les anciens savaient que la véritable autorité ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis de le traiter. Tu peux t'observer presque de l'extérieur. Tu remarques le pouls accéléré quand quelque chose t'irrite. Tu reconnais la tension dans les épaules, la respiration saccadée. Au lieu de te laisser emporter, tu fais une pause délibérée. Tu prends de l'air, relâches ton corps, adoucis ton regard. C'est un acte apparemment petit, mais c'est là que se produit le miracle. Tu n'es pas l'esclave de tes impulsions, tu les reconnais et choisis ta réponse. Le calme est une décision, pas une coïncidence. C'est une phrase qui vaut de l'or. Le contrôle intérieur ne signifie pas s'anesthésier ni réprimer ce que tu ressens. C'est plutôt ajuster le focus, tout comme tu régules la netteté d'une image. Tu enlèves le filtre de l'urgence, réduis la saturation du drame et commences à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une mauvaise nouvelle ne devient pas une sentence, une critique n'est pas une dague, un retard n'est pas une catastrophe. Tu commences à remarquer la différence entre réagir et répondre. Réagir est automatique, presque animal. Répondre est un acte conscient, un exercice de pouvoir intérieur. C'est ici que la manifestation réelle trouve son terrain fertile. Tu ne peux attirer que ce qui est en harmonie avec ton état intérieur. Et cet état est une construction quotidienne, pas un accident. Il y a un geste presque imperceptible qui sépare celui qui maîtrise son état de celui qui vit à la merci du chaos. La capacité de se tenir debout au milieu de la turbulence, de rester centré alors que tout invite à perdre son axe. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de philosophies alambiquées. Il te suffit de te rappeler que le seul endroit où tu peux agir avec autorité est ton propre centre émotionnel. Le monde peut être en désordre, les gens peuvent être imprévisibles, les circonstances peuvent changer sans préavis, mais ta réaction t'appartient. Rien d'extérieur ne peut te voler la paix sans ta permission. Gravez cette phrase dans ta mémoire. C'est un entraînement, pas une inspiration passagère. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'irritation, que tu transformes l'inquiétude en action sereine, que tu échanges la plainte contre une décision, tu renforces les fondations de ton autodiscipline. Ce n'est pas la perfection, c'est la pratique. Les stoïciens n'étaient pas des saints, ils étaient des humains qui se fatiguaient, se frustraient, mais ne déléguaient jamais la clé de leur état intérieur à d'autres mains. La véritable autorité commence dans ta manière de ressentir et se reflète dans la qualité de ce que tu projettes. Si tu veux manifester quelque chose de grand, commence par nettoyer ta salle de contrôle. Le reste viendra tout seul. 5. Choisis quand agir, quand attendre. Agir sans savoir attendre, c'est saboter son propre processus. La plupart des gens ne échouent pas par manque de talent ou de ressources, mais à cause de cette compulsion enfantine de vouloir forcer chaque résultat, de confondre mouvement et avancement, de croire que la vie ne récompense que celui qui ne s'arrête jamais. On t'a entraîné à ressentir de la culpabilité lorsque tu ne fais rien.
comme si la valeur personnelle dépendait d'être toujours occupé, toujours en train de pousser, toujours au bord de l'épuisement. Mais cette urgence ne te rend pas plus productif, elle te rend seulement plus aveugle aux signaux qui t'indiquent quand il est temps d'avancer et quand il est temps de rester calme. Il est inconfortable de le reconnaître, mais ton anxiété à agir est le masque parfait pour ne pas affronter la peur de rester immobile et de regarder ta propre insécurité en face. Certains remplissent leur journée de tâches inutiles, juste pour ne pas entendre le vide en arrière-plan. D'autres se paralysent en attendant une certitude absolue qui n'arrive jamais. Les deux extrêmes sont deux formes de lâcheté déguisées en stratégie. Ne confonds pas l'action avec la réaction automatique. Prendre une décision sous la pression, l'impatience ou la peur de l'immobilisme est un investissement émotionnel qui a des intérêts très élevés. Chaque fois que tu agis sans clarté, tu alimentes seulement la confusion et tu t'éloignes de tout résultat authentique. Le stoïcisme ne te demande ni résignation ni passivité. Il exige de la précision. Savoir distinguer quand intervenir et quand laisser la vie suivre son cours est un art que peu maîtrisent, car cela implique de lâcher le contrôle que tu cherches obsessionnellement. Derrière la hâte de toujours bouger, il y a une fracture dans le caractère, une incapacité à tolérer le soi-disant ne rien faire, alors qu'en réalité, c'est l'espace où la maturité et l'intuition se développent. Il n'est pas surprenant que la plupart répètent les mêmes erreurs encore et encore. Ils agissent trop tôt ou trop tard parce qu'ils n'ont pas le courage d'attendre dans le vide, de supporter la tension sans fuir vers une action vide. L'impatience est une dette qui se paie cher. Tu veux des résultats immédiats parce que tu crains que, si cela ne se produit pas maintenant, cela ne se produira jamais. Mais la vie ne répond pas à tes délais arbitraires. Celui qui sait attendre ne reste pas inerte. Il reste alerte, lit le terrain, observe les petits changements et affine sa stratégie. Attendre n'est pas de la passivité, c'est de la discipline. C'est la capacité de soutenir le désir sans le transformer en besoin, de réserver ton énergie jusqu'à ce que l'action soit réellement efficace. C'est la différence entre ceux qui parviennent à manifester ce qu'ils veulent et ceux qui gaspillent simplement leur force dans des batailles sans sens. Agir à contretemps, c'est perdre deux fois. Tu perds l'effort et tu perds l'opportunité. Il y a une brutalité honnête à accepter que tu n'as pas toujours le contrôle du rythme, que parfois, la chose la plus sage est de te retenir, de renforcer la patience comme un muscle que presque personne n'entraîne. Le monde est rempli de gens qui avaient tout à portée de main et qui l'ont ruiné parce qu'ils ne savaient pas attendre le bon moment. Il est aussi rempli de ceux qui n'ont jamais essayé parce qu'ils se sont convaincus que le premier obstacle était un signe pour renoncer. Aucun des deux n'a d'autorité sur sa vie. Les deux sont esclaves de leurs impulsions, de la peur ou de l'anxiété. Si tu veux des résultats différents, tu as besoin d'une stratégie différente. Apprendre à lire tes propres impulsions, à ne pas donner ton énergie à l'urgence ni à la léthargie. Choisis quand agir et quand attendre. C'est la différence entre un débutant et un maître. Ce n'est pas celui qui bouge le plus qui gagne, mais celui qui sait quand bouger. Arrête de cacher ta faiblesse derrière la précipitation ou l'excuse de la prudence infinie. La vie récompense celui qui décide en conscience, pas celui qui se consume dans le bruit de l'action inutile. 6. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. La vérité est que vous vivez dans la pénurie même si vous avez plus que ce que vous avez jamais rêvé. Il ne s'agit pas d'argent, ni de succès, ni de reconnaissance. C'est une pénurie mentale, une habitude de se concentrer sur ce qui manque, sur ce que vous n'avez pas encore accompli, sur ce que les autres ont et que vous n'avez pas. Ce mécanisme est un piège invisible qui sabote toute tentative de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous ne reconnaissez pas ce que vous avez parce que votre esprit est entraîné à minimiser chaque réussite, à réduire chaque avancée, à transformer l'abondance en quelque chose d'invisible. C'est ainsi que fonctionne l'insatisfaction chronique. Vous opérez à partir d'un déficit émotionnel, comme si tout ce que vous êtes et avez n'était qu'un simple prélude avant d'obtenir l'important.
Mais c'est là la racine de la frustration. Aucun accomplissement n'est suffisant pour celui qui ne prend jamais le temps de remercier ce qu'il possède déjà. La véritable gratitude n'est pas un joli slogan. C'est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez pratiquer si vous souhaitez transformer votre vie de l'intérieur. Il y a une partie de vous qui résiste à la gratitude parce qu'elle associe la gratitude à la complaisance, à se résigner à moins que ce que vous désirez, comme si reconnaître ce que vous avez était une menace pour vos ambitions. Cette croyance est une distorsion dangereuse. La gratitude n'est pas renonciation, c'est reconnaissance. C'est le muscle qui vous permet de voir clairement ce qui fonctionne déjà, ce qui soutient votre présent, ce qui était autrefois un désir et qui fait maintenant partie de votre réalité. Lorsque vous ignorez ce fait et que vous ne tendez la main qu'à ce qui manque, vous envoyez un message clair à votre propre système. Rien n'est suffisant. Je ne vaux pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je n'ai pas encore accompli. C'est de là que naît l'anxiété, le sentiment de dette permanente, l'incapacité à profiter du processus et à célébrer les avancées. La pénurie est une perception, pas une réalité. Pratiquer la véritable gratitude exige une honnêteté brutale. Ce n'est pas rester en surface en disant des phrases automatiques chaque matin, c'est examiner le poids de vos pensées, le filtre avec lequel vous jugez vos journées, la tendance à minimiser le positif par peur de devenir vulnérable ou que la vie vous l'enlève. C'est ici que la psychologie profonde et le stoïcisme se rencontrent. Les deux vous demandent d'interrompre le circuit de la plainte intérieure et de confronter l'habitude de vivre en attendant toujours le prochain miracle. La gratitude interrompt la dette émotionnelle et vous oblige à regarder de front ce qui existe déjà. C'est un entraînement inconfortable car cela détruit la narration selon laquelle ce n'est jamais assez. Une narration que vous utilisez pour justifier l'insatisfaction, le perfectionnisme et l'urgence d'accumuler davantage. Être reconnaissant ne vous rend pas passif, cela vous rend puissant. Car seul celui qui reconnaît son abondance intérieure peut désirer sans besoin, demander sans supplier et agir avec la certitude qu'il est déjà complet. C'est le véritable secret du magnétisme. Lorsque vous vous reliez à la vie depuis la plénitude, vous attirez de nouvelles opportunités sans porter l'énergie lourde du désespoir. Il n'y a pas de plus grand sabotage que de vivre en attendant le grand accomplissement externe pour vous sentir digne de remercier. Si vous n'êtes pas capable de trouver de la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, vous ne la trouverez pas non plus lorsque vous irez plus loin. Remerciez d'abord, puis manifestez. C'est la ligne qui sépare l'abondance réelle de l'accumulation vide. Chaque jour, vous avez le choix de renforcer le muscle de la gratitude ou d'alimenter le déficit. C'est une décision interne, une reprogrammation consciente qui nécessite vigilance et discipline. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, mais vous pouvez choisir le prisme à travers lequel vous regardez votre vie. L'abondance commence dans l'esprit, pas dans le compte bancaire, ni dans les réalisations visibles. Si vous entraînez votre attention à détecter ce qui fonctionne déjà, ce qui est déjà précieux, vous commencez à manifester depuis un terrain fertile. Personne ne peut remercier à votre place. Personne ne peut transformer votre perception sauf vous-même. L'abondance est une attitude, pas une circonstance. Reconnaissez-le, et tout le reste commence à s'organiser tout seul. 7. Fais de tes émotions un choix conscient. Tu te réveilles et avant de poser les pieds par terre, tu ressens déjà une étrange sensation dans ta poitrine. Rien de vraiment important ne s'est encore passé, mais tu notes de l'irritation, de la fatigue, voire un certain malaise sans raison. Pendant le petit déjeuner, le bruit de quelqu'un qui mâche à table te dérange. La lumière t'incommode. Ce message sans réponse t'agace. En avançant dans tes tâches, tu ressens de petites vagues de colère, d'apathie ou d'insécurité qui semblent surgir de nulle part. Et presque sans t'en rendre compte, tu laisses cette courant interne dicter ton ton pour toute la journée. C'est ainsi que fonctionnent les automatismes émotionnels. Tu te lèves la garde baissée et au lieu de choisir, tu te laisses entraîner par la première chose qui apparaît.
Le résultat est une vie vécue par inertie émotionnelle, un jour après l'autre où les circonstances externes semblent avoir plus d'autorité sur ton état interne que ta propre volonté. En analysant ce schéma, il est évident que la plupart des gens ne remet jamais en question l'origine réelle de ces émotions, encore moins leur fonction stratégique. La tristesse, la colère ou l'anxiété sont acceptés comme des faits inévitables, comme s'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Mais la vérité est autre. Chaque émotion est une réaction, une interprétation, un signal que ton esprit filtre selon des croyances apprises et des conditionnements anciens. Le premier pas vers la souveraineté émotionnelle n'est pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'identifier d'où cela vient, quel message cela t'envoie, et si ce message a du sens dans le contexte actuel ou s'il n'est qu'un résidu du passé. Lorsque tu ne fais pas cet exercice, ta vie devient une réaction en chaîne, une succession de virages brusques où tu ne tiens jamais le gouvernail plus de quelques minutes. Émotions non gérées, décisions hypothéquées. C'est l'équation silencieuse qui te coûte chaque jour. Le stoïcisme ne te demande pas d'être insensible, ni de devenir de pierre. Sa proposition est beaucoup plus radicale. Il te demande de prendre le contrôle délibéré de ta réponse émotionnelle. Tu ne peux pas éviter de ressentir, mais tu peux choisir comment tu traites, canalises et utilises ce poids. Le défi est de rompre l'habitude de blâmer l'environnement pour chaque changement d'humeur et de reconnaître que les émotions ne sont pas des sentences, mais de l'information. Tu peux t'entraîner à distinguer entre ce qui est utile et ce qui n'ajoute qu'un poids inutile. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir automatiquement, mais de faire une pause et de revoir l'origine de ton émotion, tu renforces ce muscle invisible qui sépare ceux qui vivent à la merci de l'environnement de ceux qui construisent leur état interne. Là où il y a choix, il y a pouvoir. C'est aussi simple que cela et aussi difficile. Il ne s'agit pas de nier les moments de basse énergie ou la douleur légitime, mais d'éviter qu'ils ne s'emparent de ta narration. Si tu permets à chaque stimulus externe de définir le scénario de ta journée, ton caractère se dilue et ta capacité à manifester quelque chose de propre s'évanouit. La maîtrise émotionnelle n'est pas une fantaisie de contrôle absolu, mais un entraînement quotidien où tu décides, encore et encore, si tu cèdes ton énergie à l'irritation, au ressentiment ou à la peur, ou si tu choisis une attitude plus utile, plus alignée avec ce que tu veux construire. La résignation est confortable, le choix conscient coûte, mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté intérieure. La psychologie profonde le confirme. Ta réaction émotionnelle habituelle est une empreinte, une habitude que tu peux réécrire si tu as le courage de la remettre en question en temps réel. L'émotion surgit, tu l'observes, tu la traites, et seulement alors tu décides si tu l'alimentes ou si tu la laisses passer. Laisseras-tu ton état interne au hasard ou feras-tu du ressenti une stratégie et non une condamnation? Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. C'est là que commence la véritable manifestation. 8. Fais confiance au rythme naturel de la vie. Je dois l'admettre, j'ai du mal à supporter la lenteur avec laquelle ma vie avance parfois. Il y a des matins où je me réveille avec la sensation que tout devrait aller plus vite, que quelque chose d'important est en train de me filer entre les doigts pendant que j'ai à peine réussi à sortir de l'inertie. Je regarde le calendrier, je consulte les notifications, je calcule mentalement les retards, et dans ce décompte silencieux, je commence à ressentir une pression sourde dans la poitrine, comme si chaque jour perdu était une dette accumulée que je ne finirais jamais de rembourser. Le corps réagit avant l'esprit. La mâchoire se tend, les épaules se haussent légèrement, la respiration se raccourcit. C'est un malaise subtil, mais réel. Là, dans ces petits détails, se révèle la vérité inconfortable. Je ne fais pas entièrement confiance au rythme naturel de la vie. Je me découvre en lutte contre le temps, exigeant des résultats immédiats, forçant des portes qui ne sont pas encore prêtes à s'ouvrir, comme si ma valeur dépendait de la vitesse à laquelle j'atteins l'endroit où je veux être.
Observer mes propres gestes, le mouvement agité des doigts, le regard qui saute d'un écran à l'autre à la recherche de signes de progrès, suffit à comprendre comment l'impulsion de contrôler le temps est un piège invisible. On nous a entraînés à mesurer la vie en réalisation et en avancée, comme si la maturité était une ligne droite sans pause ni recul. Mais la nature ne se précipite jamais, et pourtant tout se réalise. Il y a un rythme souterrain dans les choses que tu ne peux pas accélérer sans en payer un prix élevé. La fatigue accumulée, l'anxiété chronique, cette irritation sourde qui t'accompagne, même lorsque tu célèbres de petites victoires. Tu peux le sentir sur ta peau, dans ton estomac, dans la façon dont les minutes te filent entre les doigts pendant que tu attends enfin que quelque chose se produise. Le désir de sauter des étapes est une fracture dans le caractère. Il révèle la peur de rester en arrière, de ne pas valoir si tu ne produis pas, que la vie te dépasse. La réalité est que la croissance authentique ne répond jamais à tes caprices ni à tes calendriers. Il y a des processus internes qui demandent plus de temps que tu ne voudrais leur accorder, des blessures qui ne se referment pas simplement parce que tu le décides, des projets qui mûrissent hors de ta vue. Refuser d'accepter ce rythme, c'est comme essayer de forcer la pousse d'une graine en tirant sur ses feuilles. Tu ne fais que briser ce qui était destiné à fleurir. La confiance dans le processus est, avant tout, une discipline mentale. C'est la capacité de garder son calme lorsque l'environnement te pousse à accélérer, de continuer à montrer de la conviction, même si le résultat n'apparaît pas encore. Le temps remet tout à sa place, même si tu n'aimes pas l'ordre. C'est le postulat le plus douloureux à accepter. Si tu observes attentivement, tu verras que les meilleures choses de ta vie ne sont jamais arrivées sous pression. Les relations authentiques, les apprentissages profonds, même les réalisations qui t'ont réellement changé sont survenus à un moment inattendu, lorsque tu avais déjà lâché prise sur l'urgence et cessé d'exiger des garanties. Le stoïcisme te demande cet acte de foi brutal. Faire confiance au fait que la vie a un rythme plus sage que ton impatience, que ce qui t'est destiné se présentera non pas parce que tu le poursuis désespérément, mais parce que tu as fait ta part, et ensuite lâcher prise. L'impatience est la dette la plus coûteuse que tu paies, la confiance, l'actif qui te rapporte le plus à long terme. Il ne s'agit pas de rester immobile ni de te résigner à quoi que ce soit. C'est un équilibre délicat entre agir avec intention et respecter les cycles que tu ne peux pas gouverner. Apprendre à lire les signes, à distinguer quand il est temps de semer et quand il est temps d'attendre la récolte, est la marque de quelqu'un qui a mûri au-delà de l'immédiateté. La précipitation est l'ennemi de la manifestation. Laisse cela s'installer. Le véritable défi est de maintenir la foi lorsque tout semble lent, lorsque les preuves tangibles de progrès font défaut, lorsque le silence pèse plus que n'importe quel mot d'encouragement. Là, dans cet espace inconfortable, la confiance s'entraîne. Ce qui est à toi ne se perd pas. Il est simplement en train de se préparer. Vivre en attendant que le monde nous rende quelque chose simplement parce que nous nous sentons vides est la recette parfaite pour la frustration chronique. Ce n'est ni le destin ni la chance qui nous retient, mais un besoin silencieux, presque imperceptible, de contrôler et de forcer les résultats. Il y a ceux qui passent des années à pousser, à négocier avec la vie, à exiger que les choses se passent exactement comme ils les ont planifiées, et finissent épuisés, anxieux, toujours avec la sensation d'être un pas en arrière de ce qu'ils désirent. L'esprit devient une usine d'attente et de déception, un mécanisme qui ne sait que demander, jamais remercier, ni lâcher prise. Ce que peu admettent, c'est le coût psychologique de vivre dans le manque, une dette intérieure qui grandit et s'accumule, fracturant peu à peu le caractère et la sérénité. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire spirituelle, mais une discipline brutale. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'entraîner l'esprit à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à apprendre à fonctionner depuis l'autosuffisance et à cesser de mendier des résultats.
personne ne va te sauver de ta propre anxiété. Si tu cherches un véritable pouvoir, commence par cesser de le poursuivre avec désespoir. La maîtrise de soi est la seule richesse que personne ne peut te ravir. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 8 leçons qui non seulement défient ta façon de penser, mais qui peuvent changer en profondeur la manière dont tu expérimentes la vie. Si tu veux attirer, commence par apprendre à ne pas avoir besoin. 1. Arrête de poursuivre depuis le manque. Arrête de poursuivre comme si tu étais en faillite émotionnelle. Personne ne te doit rien. Le monde ne va pas te récompenser pour courir après ce que tu désires avec anxiété et désespoir. Ce sentiment d'urgence, ce vide qui te pousse à agir depuis le manque, ne te rapproche pas de ce que tu veux. Cela t'éloigne, te fatigue, te rend esclave de tes propres carences. Si tu continues à agir par nécessité, tu renforces seulement l'idée que tu n'es pas suffisant et qu'il te manque quelque chose d'essentiel pour être heureux, fort ou précieux. C'est une dette qui ne se paie jamais, une course qui ne finit jamais. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses confortables, ni pour les drames internes que tu te racontes pour justifier ta quête démesurée. Chaque fois que tu te convaincs que tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour te sentir complet, tu ne fais que renforcer ta dépendance et affaiblir ton caractère. Personne ne respecte celui qui mendie des miettes émotionnelles. Même toi-même, tu ne peux pas te respecter si tu te vois supplier la vie, les gens, le destin, de te donner ce que tu n'as pas appris à te donner. Arrête d'agir comme si tu étais fragmenté, comme si ta valeur dépendait de la confirmation du monde. Arrête de projeter tes insécurités dans le futur, croyant que quelque chose ou quelqu'un va venir te sauver de ta propre insatisfaction. Jusqu'à quand vas-tu continuer à reporter ta tranquillité en échange de cette possibilité lointaine que tes attentes se réalisent? La dure réalité est que ce que tu poursuis avec anxiété finit par t'échapper, car le monde sent ton besoin et ne répond pas au manque, il répond à la solidité. Lorsque ta vie tourne autour de ce qui te manque, tu deviens une proie facile pour le marketing, le chantage émotionnel, l'auto-tromperie et la manipulation. Le premier à te manipuler, c'est toi, te faisant croire que si tu obtiens ce résultat, cette approbation ou cet objectif, alors tu pourras respirer. C'est un mensonge. Tu veux la liberté, mais tu t'enchaînes de plus en plus chaque fois que tu poursuis depuis l'urgence. L'autosuffisance n'est pas un luxe, c'est une obligation pour quiconque aspire au respect de soi. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois entraîner le muscle de l'autosuffisance. Agis depuis l'abondance, pas depuis la rareté. L'excellence ne naît pas du besoin, elle naît de l'engagement envers ce que tu es capable de contrôler, tes actions, tes pensées, ton caractère. Le résultat externe est une conséquence, jamais une preuve de valeur. Apprends à te mouvoir avec discipline et détermination, sans demander la permission à personne, sans supplier la vie de te donner ce que tu n'as pas encore construit en toi. Ton devoir est d'agir avec vertu, pas de t'obséder pour la récompense. Arrête de regarder vers l'extérieur comme si la solution s'y trouvait. Le poids de ton anxiété pour le résultat est un fardeau inutile. Lâche-le une bonne fois pour toutes. Ce que tu attires n'est pas parce que tu poursuis, mais parce que tu es pendant que tu agis. Personne ne peut te combler si tu ne décides pas de cesser d'opérer depuis le vide. Tu n'attires que ce que tu es prêt à soutenir. Si tu veux du respect, commence par cesser de le mendier. Si tu veux des résultats, arrête de t'obséder avec eux et deviens excellent dans le processus. Si tu veux la paix, arrête de négocier avec ta propre esprit et accepte la vie comme elle vient, sans peur, sans attente toxique, sans ce filtre qui déforme tout. Le manque est une fracture que tu nourris chaque fois que tu choisis de poursuivre depuis la faiblesse. L'abondance est un choix quotidien, une discipline, pas un prix que quelqu'un te remet. Personne d'autre ne va te sauver de ton propre besoin. L'autosuffisance ne se négocie pas, elle s'entraîne. Fais-le maintenant, ta vie en dépend. 2. Maîtrise tes actions, pas les résultats. Tu te lèves et vérifies ton téléphone avant même d'ouvrir correctement les yeux. Notifications,
Message, le rappel de ce qui est attendu de toi, la petite anxiété de savoir si quelque chose s'est bien passé pendant que tu dormais. Dès ce moment, ton esprit commence à anticiper ce qui pourrait mal tourner, ce qui manque, ce qui devrait être différent. Tu vas au travail ou à tes activités et, presque sans t'en rendre compte, chaque action se teinte de la question silencieuse. Et si ça ne fonctionne pas? Et si ce n'est pas suffisant? Tu veux contrôler la réaction des autres, le résultat de tes efforts, même l'humeur avec laquelle on t'accueillera. Tu te déplaces avec une corde invisible attachée au cou des résultats, comme si ta journée dépendait de ce que tout se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Cette pression s'accumule, et à l'intérieur, tu ressens la tension de lutter contre quelque chose qui s'échappe toujours une seconde avant que tu puisses l'attraper. Dans cet état, le contrôle devient une sorte de piège mental. Tu crois que si tu ajustes un détail de plus, si tu corriges un mot, si tu anticipes toutes les variables, alors tu pourras garantir le résultat que tu imagines. Mais c'est justement là que tu commences à te perdre. L'esprit se bloque dans des boucles de révision, dans des projections sur l'avenir, dans la peur d'échouer ou d'être jugé. Chaque fois que tu investis de l'énergie dans ce qui ne dépend pas de toi, tu t'éloignes de ton véritable pouvoir. Les actions concrètes, les pensées que tu choisis de cultiver, l'attitude que tu décides de maintenir, même lorsque l'environnement ne répond pas comme tu l'espérais. Il est facile de tomber dans l'illusion que la vie te doit des certitudes. Mais la vérité est que tu n'as du pouvoir que sur ce que tu fais, jamais sur ce qui se passe ensuite. Une action t'appartient, le résultat, non. Le poison réside dans l'attente rigide. On t'a appris à mesurer ta valeur par ce que tu accomplis, par les applaudissements ou l'approbation extérieure, par le reflet qui revient de l'extérieur. Cela installe une fracture silencieuse. Tu commences à agir non par intégrité, mais par peur du rejet ou de l'échec. L'habitude de remettre à plus tard le bien-être jusqu'à ce qu'un résultat arrive, qui n'est jamais garanti, s'installe. Dans ce jeu, l'anxiété est la monnaie et l'insatisfaction la dette qui s'accumule. La paradoxe est brutale. Plus tu t'obsèdes à contrôler l'issue, plus tu t'éloignes de l'efficacité réelle et de la paix intérieure. La plénitude ne réside pas dans l'issue, mais dans la manière d'agir. Il faut entraîner l'esprit à lâcher l'illusion du contrôle absolu. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pratique. Si tu mets ton estime de soi, ta joie et ton énergie dans le résultat, tu deviens esclave de l'incontrôlable. Mais si tu décides de maîtriser tes actions, de perfectionner ton processus, d'affiner ta discipline et de t'engager dans le présent, alors tu récupères le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de cesser de faire des efforts, mais de changer d'axe. Tu fais ce que tu dois faire parce que c'est juste, parce que cela te construit, pas parce que cela garantit une récompense extérieure. C'est là que commence à se forger la véritable autosuffisance. Laisse les résultats être une conséquence, pas une obsession. Si tu peux t'asseoir à la fin de la journée et te dire honnêtement que tu as agi avec intégrité, que tu as donné le meilleur de toi-même dans ce qui dépendait de tes mains et de ton esprit, alors le résultat cesse d'avoir le pouvoir de te définir. Fais ce qui t'appartient, le reste ne t'appartient pas. C'est la différence entre l'anxiété et la liberté. Maîtrise tes actions et accepte le destin, car la vie ne négocie pas avec tes attentes, mais respecte ton caractère. 3. Concentre-toi sur la solidité intérieure quotidienne. Je dois l'admettre, pendant des années, mon plus grand ennemi n'a pas été la vie ni ses obstacles, mais ce sentiment constant de fragilité intérieure, cette peur silencieuse de ne pas être suffisamment préparé à ce qui pouvait arriver. Ce n'était pas tant la peur d'échouer à l'extérieur, mais le manque de confiance en ma capacité à me soutenir lorsque quelque chose tournait mal. Ce soupçon permanent que n'importe quel coup, n'importe quelle critique, n'importe quel imprévu pouvait faire s'effondrer ce que j'avais construit à l'intérieur. C'est inconfortable de le reconnaître, mais l'insécurité ne se manifeste pas seulement dans les grands échecs.
Elle apparaît dans le quotidien, dans la façon dont tu te parles mentalement aux premières erreurs, dans la façon dont tu doutes de toi-même face à une décision difficile, dans la facilité avec laquelle tu te compares et te punis lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et le pire, c'est que souvent cette fragilité se déguise en auto-exigence, en perfectionnisme, en ce désir de tout bien faire, qui est en réalité une peur de ne pas être à la hauteur. Lorsque tu décomposes ce cycle, tu vois que la racine se trouve dans un manque de solidité intérieure qui ne se compense pas par des réussites externes ni par les éloges de quiconque. Tout commence par la formation d'une base psychologique quotidienne, ce que tu choisis de penser de toi-même, les croyances que tu nourris avec tes mots intérieurs, la façon dont tu fais face à tes petites défaites et à tes petites victoires. Si ton identité dépend de ce qui se passe à l'extérieur, n'importe quel vent te déstabilise. Si tu n'as pas une routine mentale dans laquelle chaque jour tu renforces tes principes, ton autodiscipline et ta capacité à résister aux inconforts, alors toute ta structure intérieure est fragile, même si en apparence tu maintiens une vie réussie. La solidité intérieure n'est pas un idéal lointain. C'est la conséquence directe des investissements quotidiens que tu fais dans ton esprit et ton caractère. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre de se sentir fort, mais de travailler chaque jour à polir les réponses automatiques, à démonter les pensées défaitistes et à construire une image de soi qui ne s'effondre pas face à la critique ou au rejet. Le véritable problème est que nous avons tendance à entraîner davantage le muscle de l'inquiétude que celui de la stabilité mentale. Tu passes des heures à anticiper des problèmes, à examiner des scénarios négatifs, à douter de tes capacités. Cela ne fait que renforcer l'habitude de l'insécurité et de l'indécision. En revanche, très peu de gens consacrent un temps réel à renforcer l'esprit avec des principes clairs, à l'entraîner à revenir toujours au présent et à agir depuis le calme, pas depuis la panique. La solidité intérieure se construit lorsque tu cesses d'attendre que l'environnement soit favorable et que tu commences à t'exiger sérénité, même lorsque tout semble aller à l'encontre. C'est un travail ingrat, car personne n'applaudit le fait que tu gardes ton calme au milieu du chaos. Personne ne te reconnaît pour avoir contrôlé ton attention lorsque tu pourrais te perdre dans l'anxiété. Mais c'est le muscle dont tu as besoin pour traverser la vie sans te briser. La décision est radicale. Chaque jour, tu choisis entre investir dans ta force ou l'hypothéquer à des préoccupations sans fondement. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de cultiver un esprit qui ne se rend pas au premier coup. La discipline quotidienne est une forme de respect de soi. Tu te montres que tu peux avoir confiance en toi, que tes habitudes et ton caractère te soutiennent lorsque le monde ne le fait pas. Ne te concentre pas sur la collection de réussites pour masquer tes insécurités. Concentre-toi sur le fait de devenir quelqu'un capable de se soutenir dans n'importe quelle circonstance. Tu es aussi fort que ce que tu entraînes chaque jour. Si ton esprit se plie facilement, ta vie sera une chaîne de réactions impulsives et de regrets. Mais si tu décides de construire une solidité intérieure, chaque jour tu deviens plus difficile à renverser, plus libre de l'opinion des autres, plus imperméable à ce que tu ne peux pas contrôler. Être solide à l'intérieur est la seule garantie d'un pouvoir réel. L'autosuffisance ne s'improvise pas. Elle se cultive, elle se renforce, elle se démontre dans le quotidien. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce choix quotidien. Plus important que ce que tu réalises, c'est en qui tu es en train de devenir. 4. Identifie et surmonte tes ennemis intérieurs. Pense à une machine ancienne, lourde, rouillée par les années, qui continue de tourner même si personne ne la surveille. Chaque engrenage est un mécanisme mental appris. La peur qui te fait serrer les dents face à quelque chose de nouveau. L'impatience qui se reflète dans tes mains agitées sur la table. La rigidité qui transforme tout changement en un sursaut physique. L'orgueil qui se perçoit dans la tension de ta mâchoire lorsque quelqu'un te contredit. Cette machine continue de fonctionner jour et nuit et le plus brutal, c'est qu'elle opère en toi, conditionnant la façon dont tu réagis à tout ce qui se passe à l'extérieur.
Ce n'est pas une présence abstraite ni un monstre invisible, c'est tangible. Cela se manifeste dans les gestes inconscients, dans la posture que tu adoptes lorsque tu es mal à l'aise, dans le soupir contenu avant de prendre une décision difficile. Le véritable piège réside dans le fait que ces ennemis intérieurs se déguisent souvent en prudence, en exigence saine, en amour-propre mal compris. Mais chaque fois que tu les laisses fonctionner en automatique, tu perds le contrôle réel sur ta vie. Il n'est pas nécessaire de chercher des ennemis à l'extérieur quand tu vis avec eux chaque jour à l'intérieur. La peur, par exemple, ne crie pas toujours. Parfois, elle s'installe dans le regard baissé lorsque tu dois défendre ton point de vue, dans ce frisson bref qui parcourt ton dos avant de te confronter à l'inconnu. L'impatience est plus subtile. Elle se manifeste dans les doigts qui tambourinent sur le bureau, dans la respiration rapide en attendant une réponse, dans la façon dont ton corps devance les événements, cherchant un soulagement immédiat qui n'arrive presque jamais. La rigidité ne se manifeste pas, elle t'enferme simplement dans tes propres habitudes, transforme chaque petite surprise en une menace, durcit tes traits et te prive de la flexibilité nécessaire pour t'adapter lorsque l'environnement change. L'orgueil, le plus silencieux de tous, se trahit par la difficulté que tu as à demander de l'aide, par l'inconfort qui apparaît lorsque tu reçois une critique, par cette posture forcée de « je peux le faire seul » qui t'isole et te fragilise. Identifier ses ennemis n'est pas un exercice d'auto-analyse interminable, c'est un acte d'honnêteté brutale. Il suffit d'observer tes réactions physiques, ce nœud dans l'estomac lorsque tu crains d'échouer, la mâchoire serrée lorsque tu veux avoir raison à tout prix, la respiration saccadée lorsque ton anxiété te pousse à accélérer sans raison. Ne les rationalise pas, observe-les. Si tu as le courage de regarder ces mécanismes en face, tu cesses d'être une victime et tu deviens responsable. Personne ne peut vaincre ce qu'il n'ose pas nommer. C'est ici que l'autosuffisance commence à prendre une forme réelle. Lorsque tu reconnais que tes obstacles les plus sérieux ne se trouvent pas dans la rue ni dans l'agenda des autres, mais dans les automatismes internes que tu choisis de ne pas remettre en question. La prochaine étape est de rompre le cycle. Il ne suffit pas de prendre conscience, il faut interrompre le mécanisme, même si cela coûte. La peur doit être poussée à l'action. Si tu sens le tremblement dans tes mains avant de parler, parle quand même si ta voix tremble. L'impatience se surmonte en entraînant l'attente. Respire profondément. Résiste à l'impulsion d'exiger des résultats immédiats. Apprends à tolérer le vide entre ce que tu fais et ce que tu reçois. La rigidité se combat par de petits actes de flexibilité. Change de route, accepte une erreur sans dramatiser, permets à quelque chose de ne pas se dérouler comme prévu sans l'utiliser comme justification pour abandonner. L'orgueil se dissout en pratiquant l'humilité. Accepte de l'aide, écoute vraiment, lâche cette nécessité absurde de tout contrôler. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Si le muscle ne fait pas mal, il ne grandit pas. C'est la loi. Tes ennemis intérieurs ne commandent que si tu obéis sans résistance. La véritable liberté commence lorsque tu es capable d'identifier le mécanisme et de décider d'agir différemment. Chaque fois que tu surmontes une réaction automatique, tu gagnes un gramme de pouvoir réel sur toi-même. Il ne s'agit pas d'éliminer les ennemis intérieurs, mais d'apprendre à vivre au-dessus d'eux. La maîtrise de soi, c'est ce qui se cultive, c'est ce qui attire le respect et la solidité. Personne ne peut te donner cette victoire, ni te retirer le poids de vivre avec toi-même. Le plus grand sabotage est d'ignorer ce que tu portes en toi. Celui qui maîtrise ses mécanismes maîtrise sa vie. 5. Cultive la discipline, pas l'anxiété. L'anxiété est une discipline gaspillée. L'énergie que tu consacres à imaginer le pire, tu pourrais l'investir à construire le meilleur. Ne te trompe pas, l'anxiété et l'obsession du contrôle déguisent leur faiblesse par un effort apparent. Ce qui semble être de l'hyperactivité est au fond la peur de ne pas être capable de supporter l'incertitude.
Cette urgence à anticiper tout, à vérifier 2 fois ce que tu as déjà fait, à corriger jusqu'au dernier détail, n'est pas une vraie discipline. C'est une addiction à la souffrance auto-infligée. Arrête de te vendre le mensonge confortable que s'inquiéter est être responsable. La discipline ne naît pas de l'angoisse. Elle naît d'un engagement froid et conscient envers le processus, même si le résultat tarde à arriver ou n'arrive jamais comme tu l'espères. Être discipliné, c'est s'asseoir chaque jour pour faire ce qui est nécessaire, sans demander à l'univers des garanties ni des anesthésiques émotionnels. Être anxieux, c'est avoir besoin de signaux, d'applaudissements et de certitudes pour agir. Et quand tu ne les obtiens pas, tu te paralyses ou tu t'auto-sabotages. La différence est brutale. La discipline renforce, l'anxiété fragmente. Chaque fois que tu choisis l'anxiété, tu paies des intérêts pour une dette que tu as toi-même inventée. La discipline est la décision de cesser d'hypothéquer ta paix pour des résultats qui ne seront jamais totalement sous ton contrôle. Personne ne va te donner de la constance. Tu dois la gagner, et ça fait mal. Arrête de justifier ton incapacité à maintenir des routines avec l'excuse que tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter. Oui, tu peux. Mais tu ne veux pas payer le prix de l'inconfort silencieux que cela implique de s'asseoir pour travailler, étudier, s'entraîner, sans attendre un soulagement immédiat. Il faut le dire clairement, l'anxiété est la sortie facile de celui qui craint de faire face au vide qui reste quand le bruit des attentes s'éteint. La discipline est la force de te maintenir là, inconfortable, sans fuir vers la distraction ni la plainte. La société récompense l'anxiété avec compassion et étiquette, mais méprise en silence ceux qui ne sont pas capables de s'imposer un emploi du temps, une méthode, une répétition quotidienne. La discipline est un acte impopulaire parce qu'elle n'a pas de glamour, elle ne vend pas d'histoires grandioses, elle ne peut pas être montrée sur les réseaux comme si c'était un accomplissement instantané. C'est pourquoi tant de gens préfèrent le drame de l'anxiété à la monotonie de la vraie discipline. Ici, il n'y a pas de place pour les raccourcis. Si tu veux du respect de soi, tu dois le construire en répétant ce qui est juste chaque jour, surtout quand personne ne te regarde et quand le corps et l'esprit te demandent d'abandonner. Fais-le inconfortable, fais-le fatigant, fais-le ennuyeux, mais fais-le. Personne ne construit de caractère en sautant le processus inconfortable de la constance. L'excellence est une conséquence, pas une coïncidence. La médiocrité est un choix quotidien. Te rends-tu compte combien de fois tu utilises l'anxiété comme prétexte pour ne pas agir, pour procrastiner, pour céder à la paresse? Tu n'es pas victime de ton esprit, tu es l'architecte de ta routine. Si tu ne peux pas faire confiance à ta propre capacité à faire ce qui doit être fait au bon moment, comment espères-tu que la vie te prenne au sérieux? Assez de chercher une motivation externe, arrête de mendier au monde un signe pour commencer. Fais ce que tu dois, même si tu n'en as pas envie. La discipline est le seul rempart contre l'instabilité. L'anxiété est l'impôt que tu paies pour ne pas l'avoir. Chaque jour que tu remets à plus tard l'entraînement de ton caractère, tu deviens plus petit face aux défis et plus dépendant des résultats externes. Il n'y a pas de dignité à vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. La discipline est la liberté à tempérament. L'anxiété est l'esclavage à prix réduit. Choisis de quel côté tu veux être. Tu n'as pas besoin d'encouragement, tu as besoin de rigueur. Tu n'es pas tes émotions passagères, tu es ce que tu répètes sans excuse. Tiens-toi dans le processus, même si personne ne le célèbre. La discipline est le muscle que personne ne peut te voler. 6. Embrassez la flexibilité face au chaos. Personne ne va vous protéger du chaos. C'est la vérité qui fait le plus mal à accepter et celle qui peut vous donner le plus de liberté si vous avez le courage de la vivre sans anesthésie. Il n'existe pas de manuel garantissant que le monde se comportera selon vos plans, ni de formule magique transformant l'incertitude en sécurité. Le désir de contrôler chaque variable, d'anticiper chaque problème, est une illusion enfantine qui ne sert qu'à créer plus de rigidité et de souffrance.
La réalité est que la vie ne vous demandera pas la permission de changer de cap, et si vous vous accrochez à la nécessité que tout s'inscrive dans votre schéma mental, vous finissez par vous briser vous-même, pas le chaos. Embrasser la flexibilité n'est pas se résigner, c'est cesser de lutter contre l'inévitable et commencer à utiliser cette énergie pour vous adapter avec intelligence et dignité. Lorsque vous regardez de face vos propres réactions face au désordre, vous voyez combien de temps et d'énergie vous perdez dans une résistance inutile. Vous voulez que les choses se passent comme vous l'espérez, que les gens se comportent selon vos attentes, que la réalité s'adapte à votre carte mentale, et dans cette lutte silencieuse, vous ne parvenez qu'à plus de tension et d'épuisement. La rigidité est le mécanisme automatique de l'esprit effrayé. Elle vous fait croire que si vous gardez tout sous contrôle, rien ne pourra vous blesser, rien ne sortira du script. Mais derrière cette tentative désespérée de fixer chaque détail, il y a la peur de ne pas pouvoir vous soutenir si le monde se dérègle. Le véritable conflit ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans votre incapacité à lâcher l'idée que vous avez besoin de garanties pour aller bien. Être fort, ce n'est pas se durcir, c'est devenir flexible. La flexibilité mentale est une décision inconfortable, car elle oblige à renoncer à la fausse sécurité de ce qui est prévisible. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de laisser tout passer sans intervenir, mais de comprendre que votre véritable pouvoir réside dans votre capacité à vous adapter à ce qui se passe, et non à imposer vos conditions à la vie. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, que vous vous permettez d'ajuster votre attitude lorsque les choses changent, vous entraînez le muscle de la flexibilité. Cela implique d'accepter l'inconfort initial, de tolérer le vide de l'inconnu, de supporter le poids de l'incertitude sans céder à la panique. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de force psychologique. Seul celui qui sait se plier sans se briser peut traverser le chaos sans se perdre lui-même. Les croyances rigides sont les plus petites et les plus oppressives des prisons. Lorsque vous vous accrochez à la façon dont la vie devrait être, vous vous condamnez à une frustration perpétuelle, chaque fois que la réalité montre son indifférence à vos règles internes. Le conflit surgit lorsque votre sens de l'identité dépend de la stabilité des choses, lorsque vous voyez le changement comme une menace et non comme une opportunité de croissance. La clé est de cesser de vous identifier à vos plans et de commencer à vous identifier à votre capacité à répondre de manière créative à tout tournant inattendu. Celui qui ne sait agir que dans des conditions idéales ne construira jamais de véritable force. La flexibilité s'entraîne chaque jour, dans les petits détails. Lorsque vous acceptez qu'un contretemps ne définit pas votre valeur, lorsque vous modifiez votre approche sans perdre votre intégrité, lorsque vous lâchez le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas changer et utilisez cette énergie pour améliorer ce qui dépend de vous. Vous n'êtes pas vos plans, vous êtes votre capacité à vous adapter. Cette phrase peut faire mal, mais c'est là que se trouve la liberté. Le chaos n'est pas votre ennemi. C'est la scène où se révèle en qui vous êtes en train de devenir. Si vous choisissez la flexibilité comme discipline, le désordre cesse d'être une menace et devient le terrain où se forge votre véritable caractère. 7. Fais confiance à ton processus sans chercher de validation. Tu franchis la porte du bureau, salues d'un signe de tête et t'installes à ton bureau. La routine commence. Tu ouvres tes emails, vérifies tes tâches, travailles sur ce qu'il faut. Pendant que tu avances, une partie de ton esprit calcule si ce que tu fais est suffisant, si le patron va le remarquer, si cela aura l'impact que tu espères. Tu te demandes, même si tu ne le dis pas à voix haute, si aujourd'hui quelqu'un va reconnaître l'effort, si le résultat sera assez bon pour que les autres le considèrent comme précieux. Cette pression silencieuse s'immisce entre chaque action, déforme le sens de ce que tu fais et te vole la capacité de profiter du processus. Sans t'en rendre compte, tu cesses de faire confiance à ton propre jugement et commences à dépendre du thermomètre émotionnel des autres pour valider tes pas. La journée avance et chaque fois que tu ne reçois pas de réponse, le poids s'accumule.
Tu commences à douter si ce que tu fais a du sens ou si ce n'est qu'une tâche de plus pour faire passer le temps. C'est ici qu'un des mécanismes les plus nuisibles du caractère s'installe, la recherche désespérée de validation. Ce qui commence comme un besoin minimal de reconnaissance se transforme en un piège difficile à voir. Le moteur de tes actions cesse d'être l'engagement envers le processus et devient l'attente d'un applaudissement extérieur. Cela ne fait pas que t'épuiser, mais déforme aussi le sens de ton effort. Quand tu travailles uniquement pour être reconnu, tu perds le contrôle sur la signification de ton propre chemin. Le résultat est une sorte d'addiction psychologique. La dopamine de l'approbation des autres devient ta drogue, et quand elle manque, tout perd de sa valeur. Ainsi, ton estime de soi devient une montagne russe qui monte et descend selon la réaction, le commentaire ou le regard extérieur, et tu cesses d'être maître de toi-même. La pire erreur est de croire que la validation est une garantie de vérité ou de valeur. En réalité, c'est juste un reflet des attentes des autres et bien souvent une distorsion intéressée. Lorsque tu analyses les causes, tu vois qu'au fond de cette quête se cache une insécurité fondamentale, l'incapacité de faire confiance à son propre processus, de te soutenir dans ton jugement et dans ton effort sans avoir besoin du signal extérieur que tu es sur la bonne voie. Cela a des conséquences graves. La principale, tu ne te sens jamais suffisant, même lorsque tu atteins ce que tu t'étais fixé. Si l'environnement ne le célèbre pas, tu le minimises toi-même. Si l'environnement le critique, tu t'effondres même si ton travail est solide. C'est une fracture dans le caractère qui te condamne à vivre en fonction des autres et te vole la paix. La décision stratégique est claire. Cesser d'alimenter ce mécanisme et commencer à faire confiance au processus, même si personne ne le voit, même si personne ne le récompense. Construire cette confiance est inconfortable, car cela implique d'avancer même lorsque tout autour est indifférent ou même hostile. C'est s'engager dans tes actions pour la qualité de ce qu'elles représentent, pas pour ce qu'elles génèrent à l'extérieur. Si ton seul critère est la validation, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton chemin. Mais si tu choisis de te maintenir dans ton processus, quoi qu'il arrive, tu construis une solidité que ni les applaudissements ni les critiques ne peuvent te ravir. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité de l'environnement, mais de ne pas hypothéquer ta valeur aux yeux des autres. Chaque action que tu répètes par conviction renforce ton caractère et te rend imperméable à la fluctuation des opinions extérieures. La différence entre celui qui fait confiance à son processus et celui qui vit en mendiant l'approbation est brutale. L'un avance avec fermeté, l'autre se détourne à chaque signal. La validation est un prix fragile. La confiance, un investissement inébranlable. Tu n'as pas besoin de témoins pour être excellent. Fais le tien, même si personne ne le célèbre. C'est la véritable liberté. Lorsque tu prends la décision de te maintenir sans chercher de validation, le processus devient ton refuge et ta force. L'extérieur cesse de dicter ta valeur. Et là, sans t'en rendre compte, tu commences à attirer le respect, non pas parce que tu le cherches, mais parce que tu cesses d'en dépendre. 8. Transformer chaque obstacle en croissance. Ce que j'ai le plus de mal à admettre, c'est la colère silencieuse qui me traverse chaque fois que la vie met un obstacle sur mon chemin. Ce n'est pas une colère explosive, c'est ce type de tension muette qui s'installe dans la poitrine et serre la mâchoire. Je sens mon corps se durcir, ma respiration devient superficielle et mes épaules se chargent comme si elles portaient un sac à dos invisible de plus en plus lourd. Dans ces moments-là, la première chose qui apparaît n'est pas la réflexion, mais la réaction automatique. La plainte intérieure, le sentiment d'injustice, l'élan de me demander pourquoi moi, pourquoi maintenant. En arrière-plan, il y a une résistance enfantine à accepter que les choses ne vont pas se dérouler selon mon scénario, un rejet viscéral de l'inconfort de l'inattendu. Personne ne vous avertit combien il est douloureux de reconnaître qu'au fond, vous espérez que le monde vous facilite la tâche simplement parce que vous croyez faire suffisamment d'efforts.
Cette lutte intérieure se traduit par des gestes concrets. Les mains qui cherchent le téléphone pour se distraire, les pas qui s'accélèrent sans destination claire, le regard qui se perd quelques secondes au plafond, cherchant une réponse facile qui n'arrive jamais. Ces obstacles quotidiens, une erreur au travail, une nouvelle qui vous déstabilise, une conversation difficile que vous ne pouvez pas éviter, se ressentent comme de petits coups qui s'accumulent et érodent la motivation. Le corps réagit avant l'esprit. L'estomac se noue, le dos se tend. La voix devient plus rauque même si vous essayez de le dissimuler. Tout en vous tente d'éviter l'impact, comme si l'inconfort était un ennemi et non une opportunité déguisée. Mais si vous prenez le temps de regarder de près, vous réalisez que chaque obstacle est une sorte de miroir brutal. Il vous montre sans filtre la taille réelle de votre patience, la flexibilité de votre esprit, la qualité de votre caractère quand personne ne vous applaudit ni ne vous console. La plupart fuient ce reflet. Ils préfèrent insister sur la fantaisie que la vie devrait être linéaire et prévisible, que la croissance est un processus sans secousse. Mais le caractère ne se forge que dans la friction avec ce que vous ne voudriez pas affronter. C'est le secret inconfortable. Ce qui vous dérange le plus est exactement ce qui peut le plus vous transformer si vous avez le courage de l'affronter de front. L'obstacle est le filtre qui sépare celui qui souhaite simplement s'améliorer de celui qui est réellement prêt à payer le prix de la croissance. Il n'existe pas de véritable force chez celui qui ne sait avancer que lorsque le chemin est dégagé. Le muscle du caractère se construit en portant le poids de ce qui dérange, en maintenant un regard ferme lorsque le corps demande à s'échapper. Chaque fois que vous faites face à une difficulté sans victimisation ni excuse, vous gagnez un gramme de pouvoir sur vous-même. Chaque obstacle est un investissement dans votre force. C'est la ligne qui marque la différence entre celui qui mûrit et celui qui stagne. La prochaine fois que le monde vous fermera une porte au visage ou que le résultat contredira vos plans, observez votre réaction avec une précision presque chirurgicale. Notez l'élan de fuir, le désir de blâmer, le besoin de chercher un soulagement immédiat. Et là, dans cet espace inconfortable, décidez d'agir différemment. Faites un pas en arrière et demandez-vous ce que vous pouvez apprendre. Quelle partie de votre caractère est mise à l'épreuve? Quelles compétences vous pouvez entraîner à cet instant même? Si vous parvenez à rester à cet endroit, sans dramatiser, sans chercher des coupables, vous transformez la douleur en force, la frustration en discipline, l'incertitude en créativité. L'obstacle cesse d'être un ennemi et devient votre meilleur entraîneur. Ce qui vous dérange aujourd'hui sera demain votre avantage. Il suffit d'avoir le courage d'utiliser chaque coup comme matériau de construction, non comme excuse pour vous briser. C'est ainsi qu'on grandit, en acceptant le défi, sans demander de miséricorde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.